Et salut à tous, on se retrouve pour faire un point en vidéo sur la géopolitique et surtout la technique des marchés pour voir ce qui s'est passé depuis début avril, grosso modo, mais la semaine passée aussi. Alors, ce qu'il faut retenir, je vais parler d'abord de la géopolitique et des news, mais on va aller à l'essentiel et après je parlerai assez vite des graphiques. Grosso modo, tenez-vous prêts, dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez concis, mais je vais donner pas mal d'infos à la fois sur la géopolitique et puis après sur les graphiques. Donc ça va être un peu dense, mais voilà, je veux pas vous prendre trop de temps non plus. Donc on y va tout de suite. Donc l'info principale, hein, bien sûr, c'est les négociations qui vont se tenir entre les États-Unis et l'Iran. Ça va se passer avec le Pakistan en tant que médiateur à Islamabad. Donc ce week-end là, on est le samedi 11 avril, ça c'est censé déjà commencer avec bon les envoyés habituels comme Steve Witkoff pour les US et puis surtout donc le vice-président J.D. Vance qui sera aussi attendu hein, éventuellement au Pakistan. Donc on va bien voir. Donc l'idée, hein, c'est soit on continue la détente, parce que sur les prix, vous allez voir que la détente, c'est quand même bien marqué déjà, surtout on va dire sur les actifs risqués comme les indices US. Je regarde, je vous montrerai après secteur par secteur comment ça se précise. Donc soit ça se passe bien et la semaine prochaine on continue donc le rebond qu'on a initié, qu'on a fortement initié sur la hausse du milieu de semaine quand on a eu l'annonce hein, de Trump qui disait qu'il était OK pour un cessez-le-feu et commencer des négociations. Soit ça se passe plus difficilement et là attention, c'est pour ça on n'est pas totalement sorti d'affaire et on pourrait revenir à une situation un peu plus compliquée. Donc on faut rester quand même encore un petit peu défensif quand même parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises et on a vu que récemment le marché était quand même déjà assez compliqué, drivé par les news, drivé par cette géopolitique avec des mouvements impulsifs d'un côté ou de l'autre en fonction des déclarations des uns et des autres. Donc une configuration quand même assez pénible pour les investisseurs et pour les gestionnaires quand même, et même quand on veut faire même quand on veut faire du trading. Donc à voir, sachant que certains sceptiques disent qu'effectivement par rapport à ces négociations, au moment d'entrer dans ces négociations avec les réclamations des deux camps, certains voient mal comment ils pourraient rapidement se mettre d'accord. Notamment avec l'Iran qui demande des choses hein, quand même assez fortes, hein, réparation des dommages de guerre, un contrôle quand même sur le détroit d'Ormuz bien affirmé. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont programmées, et même sur l'enrichissement d'uranium, ils veulent continuer hein, à le faire. Donc ce sera un peu un camouflet pour Trump d'accepter tout ça. Donc on verra bien. Mais bon, pour l'instant, comme je disais, les marchés price plutôt la détente. La deuxième chose cette semaine, c'était les chiffres de l'inflation. Alors aux États-Unis, il y a l'indicateur CPI, Consumer Price Index, qui est ressorti en glissement annualisé à 3,3%, alors qu'il était vers les 2,3, 2,3, 2,4 le mois dernier. Donc c'est une hausse de 1%. Mais il faut relativiser ça parce que dans le CPI, vous avez deux façons de le voir. Vous avez ici, avec la courbe bleue, le CPI nominal, donc qui prend un ensemble de paniers hein, pour calculer l'inflation, l'évolution du coût de la vie. Et puis vous avez en gris ici ce qu'on appelle le CPI core, c'est-à-dire, comme ça vous l'indique ici, où on exclut les deux segments énergie et alimentation qui sont considérés on le voit ici à juste titre, hein, souvent, comme des segments qui sont très cycliques et qui peuvent montrer des dispersions très temporaires. Et donc vous voyez qu'il est à plus 2,6, lui, ce mois-ci, le dernier glissement annualisé, le corps, donc hors énergie alimentation, alors que le nominal classique, il est à plus 3,3. Ce qui prouve bien, on s'en doutait, hein, que ce sont les prix de l'énergie, du pétrole, de l'essence, qui jouent beaucoup hein, dans ce rebond temporaire de l'inflation. Mais le marché se dit pour l'instant, ces chiffres sont sortis hier, ça n'a pas enclenché une baisse du marché, une réhausse des prix du pétrole, donc le marché se dit bien que si les pourparlers là se passent bien, les effets seront donc temporaires et ce rebond de l'inflation sera vite retombé parce que c'est uniquement dû hein, au stress qu'il y a eu dans le détroit d'Ormuz et donc à l'augmentation des prix des hydrocarbures essentiellement, de certains engrais aussi, mais avec un conflit qui s'arrêterait d'ici 1, 2 ou 3 mois, on serait de retour sur les niveaux d'avant-guerre. Donc voilà, je vais passer maintenant au graphique. Je vais commencer par Bitcoin parce que paradoxalement sur la crypto, c'est là où ça peut être le moins bougé, les mouvements étaient moins brusques par rapport aux indices US. Et vous allez voir qu'on est ceci dit sur un point pivot et que là actuellement ce week-end, j'enregistre dans l'après-midi du 11 avril hein, cette vidéo. Et donc vous verrez, là je suis en unité de temps 4 heures.
mais généralement, je serai en unité de temps journalière, daily, pour vous montrer les graphiques, hein. Et puis je laisse les graphiques volontairement simples avec juste quelques moyennes mobiles et un RSI. Donc la verte, c'est une moyenne mobile 12 périodes ici, la violette, c'est une 26 périodes et la rouge, pour voir un peu plus long terme, c'est une 200 périodes, qui est notamment sur les indices et d'autres actifs, un classique quand on surveille en daily. Sur la donc moyenne mobile 200 jours pour voir si on est plutôt dans des grosses tendances ou haussière, boule ou baissière, bear. Voilà. Donc là ici j'ai mis le Bitcoin en le zoomant un peu en 4 heures. Pourquoi? Parce que suite au dernier swing high, donc à 76 000 dollars à la mi-mars, on a baissé et en fait, on a été prendre la liquidité vers 65 500 dollars, mais on a fait un sweep de liquidité sans confirmer, on est reparti. Là, si on regarde le Fibonacci, les retracements, qui nous montrent un petit peu des nouveaux clés de mouvement, vous voyez qu'on est de retour au-dessus des 61,8 et pas encore aux 78,6, qui sont les derniers niveaux de retracement pour que les vendeurs continuent à garder la main par rapport à ce sommet précédent, hein, aux alentours du 16 mars. Donc en gros, si Bitcoin s'installe, et là il a l'air, vous voyez, d'essayer de tenir hein, les moyennes mobiles plutôt court terme en 4 heures, si Bitcoin continue là sur le week-end et en début de semaine à s'installer, à suivre cette tendance haussière court terme, à s'installer durablement au-dessus de 73 000, à mon avis, on ira clairement à minima chasser donc la liquidité au-dessus de 76 000. Mais surtout, et pour ça, je vais repasser en daily, j'enlève le Fibonacci court terme, et vous allez voir. Je pense que c'est pour se diriger vers cette zone d'inefficience de liquidité qui est une zone d'intérêt ici, où on pourrait donc avoir une vague haussière en journalier, hein, qui prendrait donc plusieurs jours, peut-être une semaine ou deux. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de négativité, notamment sur les réseaux sociaux au niveau du sentiment sur Bitcoin et les cryptos. Beaucoup de gens appellent sur le fait que le plus bas de février à 60 000 n'est pas le plus bas du marché, qu'on va tomber en dessous, qu'on va aller à 55, qu'on va aller même à 50, voire plus bas. Donc moi, je pense qu'on pourrait faire un piège haussier temporaire, et puis ensuite on verra comment ça se déroulera. Mais donc l'idée, c'est de continuer à monter, casser les 76, aller vers 78, 80, peut-être même 85 000, qui est ici, vous le voyez, le 38% de retracement de toute la baisse depuis l'ATH du Bitcoin, ok? Le record d'octobre 2025 à 125 000 dollars. Donc, et puis la moyenne mobile, 200 jours, qui est en train, bon, elle est déjà un peu en dessous, mais qui est en train de revenir dans la zone hein, des 80. Donc ça peut être une zone de confluence. Et là, après, bah, deux cas de figure. En fait, soit on a fait un piège haussier, les gens repassent haussier, et puis finalement c'est là qu'on redescend, et peut-être qu'on va aller faire un tour sous 60 000. Et là, effectivement, après, moi, je vais pas prévoir, c'est trop tôt, exactement où on ira. Est-ce qu'on s'arrêtera à 58, 55, 50, j'en sais rien. Mais ça pourrait être une zone de toute façon pour des achats à long terme qui seront très intéressants quand même pour Bitcoin, à mon avis, hein. Voilà. Ou alors, le scénario numéro 2, qui est possible, parce que il y a ceux qui sont très baissiers n'auront pas forcément raison, c'est que suite à ça, on repart effectivement un peu à la baisse, mais on revient chercher un petit peu ici, et puis là, les acheteurs gardent la main, ils créent donc un higher low, donc un plus bas plus haut que le précédent, celui de 60 000, et là on repart, on renverse la loi de dos, et là, on repart sur quelque chose de haussier plus long terme, et haussier notamment en weekly. Voilà les deux niveaux essentiels en tout cas, les deux scénarios surtout à retenir sur Bitcoin. Donc là, pour l'instant, à court terme, on peut rester plutôt positif pour aller jouer un retour à 76K à minima, puis on verra derrière comment ça continue à se décliner. Évidemment, faudrait pas que les négociations soient totalement un échec entre États-Unis et Iran, sinon ça va compliquer un peu la tâche des acheteurs des bulls. Sur Ethereum, je suis très rapide. Mais je m'attarderai pas plus sur les altcoins dans cette vidéo. Quand ça bouge un peu, quand ça bougera un peu plus, j'en ferai peut-être une dédiée. Mais là, voilà, un Ethereum, c'est à peu près la même chose. Et sachant que lui, il faut qu'il franchisse le niveau des 2350, 2400 dollars à peu près. Et l'idée, ce sera de se rediriger vers les 2800, 2007, 2008, là où il y a la moyenne mobile 200 hein, également. Et puis l'ancien support de novembre 2025 pour peut-être lui aussi après faire ces deux types de mouvements, hein, d'accord? C'est la même, à peu près la même idée. Maintenant, je passe sur les indices boursiers. Là, je regarde le S&P 500, le contrat futur, c'est ES. Je suis en journalier. Regardez,
comment les Bulls ont quand même repris la main, comment la détente a vite fait effet, hein. Pendant fin février et tout le mois de mars, vous voyez, c'était les vendeurs qui avaient totalement la main. Les moyennes mobiles court terme 12 et 26 faisaient à chaque fois office de rejet. Et puis en fait, on a perdu la moyenne mobile 200 jours, qui était un premier signal de correction forcée. Et on l'a tout de suite récupéré. Et là, on est plutôt en train de faire un V-bottom. Donc, en fait, en une semaine, les Bulls ont récupéré un mois de travail des vendeurs. Donc, c'est plutôt à leur avantage. Maintenant, j'ai gardé cette trendline ici, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais on revient de façon dans des zones de volume qui étaient du début d'année. Hein, et je rappelle que le record qui a toujours bloqué sur le S&P 500, grosso modo, c'est 7000 points. Hein, 7000, c'est un tout petit peu au-dessus, mais le niveau symbolique des 7000 points a bloqué. Là, on est de retour presque à 6009. Maintenant, vous voyez bien qu'on a accéléré, surtout sur la séance après du mercredi, quand il y a eu l'annonce de Donald Trump, où il disait que ça y est, il était d'accord pour un cessez-le-feu et pour pas tout déglinguer en Iran. Donc on a la moyenne mobile 200 qui s'est mis, qui est resté pour l'instant dans la zone, hein, parce que c'est une moyenne mobile à plus long terme. Donc là maintenant, ce qu'on pourrait voir, les Bulls ont quand même pris un ascendant pas mal. Il pourrait y avoir une correction court terme qui se remettent en place pour justement revenir vers ces zones de confluence de moyenne mobile. Donc c'est pourquoi pas même revenir sur à peu près sur le niveau des supports de novembre 2025. Et un peu comme ce que je vous ai montré sur le deuxième scénario de Bitcoin, les acheteurs reprennent clairement la main et là on inverse la tendance. Et puis après c'est direction les ATH et même après plus haut, s'il y a tout qui se calme, la géopolitique et qu'on redevient un peu dans un optimisme par rapport au développement sur l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà en gros hein, sur le S&P 500. Pour le Nasdaq, je fais pas plus long parce que c'est la même chose avec un peu plus de dynamique punchy, hein, vous verrez, parce que dedans il y a des valeurs des semi-conducteurs, intelligence artificielle, etc. Donc pareil, on s'est fait peur, on remonte, ça laisse clairement la possibilité. Le record sur le Nasdaq, c'était plutôt les 26 300, 26 400 points. Là, on est à 25 300, donc vous voyez, il y a plus que 1000 points à récupérer, alors que on en a récupéré plus de 2000 déjà depuis le rebond qui avait commencé au début du mois. Donc voilà, hein, on commence le deuxième trimestre pour l'instant assez fort. On a de la place, pareil, pour faire un daily high or low et après continuer éventuellement une tendance haussière. Si je dézoome là, hein, mais c'était pareil sur le S&P 500, vous voyez qu'au final, tout ça, ça ne pourrait être, et si je me mets en hebdomadaire même, voilà, une semaine, tout ça n'était peut-être qu'une petite correction hebdomadaire pour l'instant par rapport à la crise des droits de douane l'année dernière de 2025 déjà ici. On a eu un autre flush finalement qui a été un peu moins fort, un peu plus long mais un peu moins fort. Et puis bah voilà, on continue en réalité. Je vais faire un peu de propre là aussi, mais on continue. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux sur les long time frames sur les indices. Il n'y a pas de signaux de très très dangereux, hein. Les boules ont la main, correction, et on continue, et on peut continuer. On peut continuer à aller plus haut avec les valeurs de l'intelligence artificielle si ça fonctionne bien. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui me montre pour moi que les investisseurs relativisent et ne sont pas dans une panique, c'est IWM, c'est l'indice des small caps. Voilà, je vais vous mettre aussi en... Mais vous voyez bien, en hebdomadaire, ça parle de soi, hein. Vous voyez bien qu'on est aussi de retour sur les small caps, quasiment sur les niveaux records. Et donc, s'il y avait vraiment une crainte que ça dégénère avec la guerre, que les taux d'intérêt montent et que ça fasse, vous faites des environnements, vous savez, quand les taux d'intérêt montent, il y a des craintes de récession, on se dit que les petites boîtes vont avoir plus de difficultés de financement. Donc, c'est comme ça qu'on est dans un environnement dit risk-off, et où vous avez après des gros acteurs comme les fonds assurantiels, les hedge funds, etc., qui ont tendance à vendre des actions pour aller se réfugier des fois sur la partie obligataire pour toucher des coupons avec des taux d'intérêt plus élevés. La prime de risque hein, exigée du coup pour retourner sur les actions est très forte. Mais là, vous voyez que sur les small caps, eh ben, on n'a pas de crainte. Si jamais on avait des craintes, donc je te dis, de récession, d'explosion des taux d'intérêt, on aurait une vente, selon moi, je peux me tromper, hein, mais selon moi, on aurait une vente beaucoup plus forte sur un indice comme IWM qui réunit euh, tout des milliers d'entreprises de small et mid cap américaines. Alors que là, ça se passe plutôt bien pour IWM. Au niveau des métaux précieux, je fais très vite aussi, donc le gold. Le gold, on est de retour vers les presque 4800 $. Vous voyez qu'on a touché en daily la moyenne mobile 200 jours et on rebondit. Mais il y a eu une forte chute hein, suite à l'évolution très forte des prix fin d'année dernière et début de cette année.
Mais là, en fait, bon, on est à la croisée des chemins. Je vais pas y toucher tout de suite de nouveau sur les métaux précieux, mais clairement, les bulls ont repris quand même une option. Vous voyez que on est de retour ici, j'ai fait le Fibonacci en fait de cette baisse-là, d'accord? On commence à être de retour vers les 50%, 62% de retracement, qui est un niveau classique où les vendeurs peuvent quand même essayer de reprendre la main, c'est-à-dire de renvoyer une vague baissière, ok? Mais donc, ce qui est possible, derrière ici pour les bulls et se remettre plutôt haussier, de remettre des métaux précieux en portefeuille ou se remettre à faire du trading haussier sur les métaux précieux, ce serait de voir donc euh, une petite correction, retourner vers les 4500 $ sur l'once d'or. Et là, ici, vous avez les acheteurs qui se remanifestent et qui commencent pareil à inverser la loi de dos en daily. Et là, dans ce cas-là, on pourra reparler d'une tendance haussière encore plus marquée en daily avec un retour aux 5000 $ et peut-être un peu au-dessus. Donc, c'est idéalement ce que j'aimerais voir pour avoir plus de confiance. Parce que là, avec ce rebond qui est entamé, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va revenir fort haussier sur l'or, d'accord? Maintenant, le cuivre, je le trouve plus intéressant. Lui, il avait eu un peu moins d'excès hein, aussi que l'or et l'argent en début d'année, et il a corrigé aussi, mais pareil, du coup, ça a été moins impressionnant. Il est venu aussi se déposer sur sa moyenne mobile 200 jours, et puis il a pas mal rebondi, hein. Vous voyez que là, il est de retour en fait dans le range de fin d'année dernière, début d'année 2026. Ok? Donc c'est la même chose. Le cuivre, je suis plutôt bullish moyen long terme puisque c'est métal industriel qui va être très nécessaire pour tout ce qui est transition énergétique et aussi besoin de matériaux pour les data centers, etc. Donc le cuivre ici, les contrats à terme, le HG, plutôt positif. Pareil, les Bulls ont repris une option. Même si là, on restagne un petit peu sur les plus hauts, on a de la place pour faire un daily higher low qui pourrait être un point d'entrée encore plus stratégique et pour après se rediriger au-dessus des 6 $ et pourquoi pas sur des records pour les contrats à terme sur le cuivre. Et pour finir avec la partie commodities, donc le pétrole, bah lui c'est l'inverse, hein, il était inversement corrélé. Quand il y avait du risque et de la peur, ça montait. Et puis là, depuis l'annonce de cessez-le-feu, on a pas mal décroché. Bon, on était très haut, hein, puisqu'on était remonté vers 115 $. Là, je parle du WTI, le brut américain, pas le Brent, mais c'est celui que je regarde, moi. Voilà, on est de retour en daily, ceci dit, sur les moyennes mobiles court terme. Donc, à voir. Vous voyez bien que le marché se laisse la possibilité de se dire, est-ce que vraiment c'est terminé ou pas, il y a la possibilité d'un petit regain et de faire un peu ce qu'on appelle des figures en épaule, tête, épaule, qui sont des figures de retournement. Désolé, là je le fais très mal, mais vous avez compris. On retourne un petit peu au-dessus de 100 pour se refaire peur et puis finalement on désescalade. Et le retour sur le pétrole, hein, après vous voyez le niveau pré-guerre, c'est 70, 65 $ même le baril. Donc après si on a la totale détente, le baril est censé revenir vers ces zones-là. Donc, en fonction de l'issue des négociations, notamment de ce week-end, et effectivement, il y a une possibilité de faire un peu de suivi de tendance et de se mettre plutôt vendeur sur le pétrole, mais attention, attention encore à ce qu'il n'y ait pas un retour au-dessus de 100 et 105 $ dans un premier temps. Mais voilà. Et après, si ça échoue, là ici, je peux vous montrer plutôt en intra-horaire. Évidemment, évidemment, on va surveiller le niveau que je vous disais ici, si on veut être précis. Je vais vous mettre la ligne horizontale et l'aimant. Pour moi, faut pas franchir de nouveau les 106, on va dire les 107 $ le baril sur le WTI. Sinon, c'est que le marché ne croit plus en la désescalade. Donc, détroit d'Ormuz toujours bloqué, choc énergétique encore plus durable. Et alors là, là, on risque de retâter les records plutôt de 119, 120 $. Et à mon avis, il faudra même pas essayer de le revendre à ce niveau-là. On pourrait aller sur les records de 2022 avec la guerre en Ukraine. Pour le WTI, c'est plutôt les 130 $. Donc l'indice de la peur, le VIX, hein, qui sert de couverture et qui sert à jauger les marchés, vous voyez qu'on a fortement décroché toujours dans la journée, entre la nuit du 7 et du 8 avril, quand il y a eu l'annonce de cesser le feu, le fait que l'Iran l'acceptait et que Trump était d'accord pour discuter. On est de retour, ici j'ai mis ma ligne, là ici c'est grosso modo sous 20, sous 19-20, le VIX revient dans ce que j'appelle le rythme de croisière qui est plutôt favorable à une montée régulière des indices boursiers comme le S&P 500 et le Nasdaq. Là, le VIX, c'est celui qui est lié plus précisément au S&P 500. Donc, on revient dans des zones plutôt de calme. Ça a été très rapide, sachant qu'on était monté au plus fort de la crise autour du 9 mars au-dessus de 30, hein, qui était déjà une zone assez élevée pour le VIX, donc quasiment à 35. Oui, c'est ça. On était à 35. Et là, vous voyez que depuis début avril, pareil, hein, finalement, on désescalade pas mal.
Donc, pour le VIX, c'est assez clair. Pour moi, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a le gros gap suite à l'annonce du cessez-le-feu. Bah, un petit peu comme je vous ai dit, l'inverse pour le WTI. Pour moi, pour le pétrole, ici le VIX, ce niveau-là des 22,17, il est intéressant. Il faudrait pas qu'on repasse au-dessus, sinon ça veut dire que la panique reprend un petit peu, les couvertures reprennent et on risque de repartir dans une vague baissière sur les indices et le VIX lui remonterait. Ok. Si on commence par contre à s'installer durablement sous les 19 et à refaire zone de travail ici entre 18, enfin 17 même, 17 et 20, bah, ce sera plus favorable hein, à quelque chose de plus haussier sur les actifs risqués. C'est quand même assez notable qu'on soit repassé sous la première fois quand Trump avait parlé de ses objectifs de guerre atteints le 23 mars, vous voyez qu'on avait topé grosso modo, on avait plutôt fait un point bas, pardon, au niveau des 20 sur le VIX, et là, on termine la semaine en dessous. Donc c'est pas négligeable, c'est-à-dire que le marché quand même pour l'instant parie sur une détente. Est-ce qu'elle sera définitive à voir, mais il parie plutôt sur une détente. Et je vais finir la vidéo sur ce qu'il y a de plus intéressant à dire finalement sur les secteurs. Regardez SMH, pareil en daily, indice des semi-conducteurs, rien à dire, record. ATH, tac, tout ce qui est semi-conducteur, puces, donc les vendeurs de pelles de l'IA. C'est ce qui pousse, hein, d'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup poussé le Nasdaq cette semaine. Vous verrez qu'il y a des tris quand même qui sont faits, qui fait que les marchés peuvent être encore un peu en yo-yo. Mais là, clairement, à peine on a fait mine de casser un support daily sous 375, on a tout de suite un rebond et c'est un rebond en V-bottom. Donc là maintenant, les bulls ont clairement la main sur les semi-conducteurs. On pourrait clairement refaire donc un daily higher low dans le gap, donc plutôt autour des 400-405 pour continuer à repartir. C'est-à-dire qu'on est bullish IA, bullish Nasdaq, et là ça marchera bien pour les portefeuilles moyen long terme ou refaire du trading long. Donc ça c'est sur SMH. À l'inverse, regardez IGV, les logiciels, c'est quasiment l'inverse. Là il y a quand même des craintes qui se confirment. C'est la disruption de toutes les boîtes qui font des services logiciels, des SaaS, Software as a Service, etc. Notamment avec encore les dernières annonces au niveau d'Anthropic et de ses produits comme Claude. Et là maintenant, il y a même une nouvelle IA qui s'appelle Mythos et qui est censée euh, faire des analyses ultra poussées. C'est encore des modèles encore plus puissants que Opus, etc. Et là, vous avez vraiment certains business models qui sont dans le software qui sont mis en danger. Donc là, clairement, on a une tentative de breaker un support durable hein, sur cet ETF des logiciels qui était le niveau grosso modo des 77, qui avait rebondi plusieurs fois en 2024, en août 2024, en 2025 pendant la crise des droits de douane. Là, on a tendance à passer en dessous. Donc si ça se confirme, là, on aura une tendance lourde hein, de sélectivité qui se fait. Donc baisse des logiciels, vous voyez. Maintenant, à l'inverse, quand on voit, pareil, l'ETF des terres rares, c'est un ETF important des terres rares, celui de Vanek, REMX. Ah, pareil, hein, pas de panique spécifique. Finalement, on a fait un peu le yo-yo, typiquement une figure ici qu'on appelle en mégaphone. On part, on vient prendre les liquidités en haut. Finalement, c'est un faux départ. On vient prendre la liquidité en bas, très piégeur, et finalement, on repart. Donc là, on peut clairement avoir, c'est un secteur encore plus volatile peut-être que les semi-conducteurs, mais secteur stratégique, les terres rares, on pourrait balader hein, comme ça, mais au final, faire une sorte de montée progressive. Donc pour moi, c'est bien d'avoir aussi des valeurs de terres rares en portefeuille. euh, voilà, qui vont permettre de diversifier un portefeuille, de jouer un secteur stratégique, mais ce sont des valeurs assez volatiles. Faut pas hésiter de temps en temps à alléger, renforcer en fonction de la force des mouvements. Mais au global, le TF des terres rares, hein, voilà, c'est bullish, hein, grosso modo. Donc voilà ce que je voulais dire sur cet ETF. Ensuite, il y a l'entre-deux, c'est les Magnificent Seven. Donc eux, il y a eu, avec des craintes de l'IA depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, il y a eu donc une baisse assez marquée. Mais là, vous voyez que c'est racheté beaucoup plus fort que les logiciels. Donc il y a encore du travail à faire pour les Magnificent Seven. Mais là, les bulls commencent pour la première fois depuis un moment dire bon bah finalement on est là, on a racheté le dip quoi. Donc on va voir jusqu'où peut aller ce mouvement. Il pourra aller sur ce support ici hein, autour des 62-63. Donc on continue un petit peu. Et puis là il y aurait de la place pour consolider, retourner dans le gap qu'on a fait cette semaine, donc légèrement sous les 60. Pareil derrière ensuite on verra si ça se dégrade à nouveau la tendance ou si les bulls reprennent la tendance. Donc c'est ce qu'il faut remarquer hein, pour l'instant. Donc détente aussi au niveau des Magnificent Seven. Et à l'inverse, oui et non. Vous voyez justement que sur IUS qui lui est
un ETF sur les services aux collectivités, les utilities, donc distribution d'électricité, d'eau, services d'infrastructure, etc. On est quand même sur les plus hauts de tous les temps aussi, hein. Donc vous avez des investisseurs qui gardent une poche prudente au cas où si la conjoncture en fait reste compliquée. Donc là, vous voyez bien que le DIP a été racheté aussi. Donc à suivre pour voir derrière comment ça va se passer sur ce genre d'ETF. Donc c'est bien de garder quand même une petite poche sécurisée dans certains portefeuilles ou d'aller chercher des valeurs un peu défensives ou des valeurs de l'énergie. À l'inverse, donc regardez cet ETF XLE qui est celui des boîtes dans l'énergie. Donc vous voyez que on a quand même sur la détente, lui c'est l'inverse, XLE a marqué son top, et là on est parti sur une correction. Mais on a eu une telle hausse depuis la fin de l'année dernière que les bulls sur XLE ont largement de la place. On pourrait même retomber à 50 sur cet ETF, qu'on pourrait marquer un daily, weekly, higher low, pour ensuite recréer une phase, une vague haussière. Donc, c'est bien de surveiller aussi XLE puisque en ce moment, à l'image aussi du pétrole, même si c'est un peu différent, il fait un petit peu l'inverse de ce qui se passe sur les indices boursiers S&P 500, Nasdaq. Ça permet un peu de jauger euh, si la couverture de certains gérants sur la partie énergie, hydrocarbures, hein. Donc, c'est important et intéressant de garder ça à l'œil. À l'inverse, les financières, XLF, on avait pas mal perdu aussi puisque il y avait des craintes avec la récession, hausse des taux, insolvabilité peut-être de certains emprunteurs, pas très bon pour le business des banques. Mais là, vous voyez, pareil, à l'image un peu des Max 7, on rebondit, première détente depuis un moment, depuis le début de l'année en réalité. Donc, c'est bien d'avoir des financières. On peut attendre peut-être là aussi un repli avant de jouer un peu plus une confirmation de retournement de tendance, mais ça peut diversifier quand même correctement, quoi. Donc voilà, au niveau des secteurs, je vais pas tous vous les faire de toute façon dans chaque vidéo. Au niveau de certaines valeurs individuelles, par exemple, hein, quand on regarde euh, sur les semi-conducteurs pour jouer un peu d'Europe, vous avez une boîte comme Schneider Electric, très bien, qui s'est reprise, hein. À chaque fois qu'on revient proche de la moyenne mobile 200 jours et sous les 230 dollars, 230 euros, c'est racheté. Et là, pareil, hein, c'est un peu racheté à l'image du rebond du Nasdaq et on se redirige à nouveau vers les plus hauts. Donc c'est une entreprise euh, qui est bon d'avoir en portefeuille, Schneider Electric pour les matériaux et les solutions d'équipement pour data center, électricité, etc. Vous avez qui est plutôt généraliste. Vous avez Legrand aussi, autre boîte française qui peut être intéressante pour ça, un petit peu plus spécialisée elle, mais qui se comporte grosso modo un petit peu aussi comme Schneider Electric. Donc ça c'est typique de ce que je voulais vous montrer. Euh, Vous avez Total Energy qui lui a reflué, même s'il reste quand même relativement haut, hein. Vous voyez à un moment donné, au niveau de l'annonce du cessez-le-feu, ça a décroché et finalement ça a quand même été racheté. Donc c'est intéressant aussi de garder toujours un petit peu ce genre de valeur tant qu'on n'a pas une confirmation d'une paix durable. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le secteur du quantique. Voilà des secteurs qui, eux, ont encore eu du mal hein, par rapport à octobre. Vous voyez que la reprise est loin d'être amorcée encore sur ces secteurs, qui sont pourtant des secteurs d'avenir, moi je pense comme le quantique, et qui pourraient booster le Nasdaq et surtout l'indice des small caps quand ça va reprendre. Euh, Au bout d'un moment, hein, quand on va clairement commencer à s'installer au-dessus de ces moyennes mobiles court terme, on pourra se dire qu'on repart sur des flux plus positifs, sur des valeurs comme IONQ, sur le quantique. On a quand même là maintenant pas mal purgé la hausse qu'on avait fait l'année dernière avec un top en octobre 2025. Il y a de gros multiples à aller chercher sur ce genre de valeurs. Et puis, je vais finir avec Circle, qui est lié au crypto, mais qui est sur le business des stablecoins. Lui, il est peut-être un petit peu plus avancé dans son cycle, à savoir que voilà, post-IPO, il avait fait aussi une énorme chute, hein, en passant de 300 dollars à 50 dollars. Et là, en fait, suite à l'annonce de résultats, on a fait une super vague de hausse où on a quasiment eu plus 150%. Et là, on peut être sur quelque chose qui pourrait être très beau.
textbook en termes d'analyse graphique. C'est-à-dire que là, on fait quand même un repli qui commence à être pas mal. Les acheteurs voudraient pas quand même qu'on descende beaucoup plus bas que ça. En plus, on revient sur une ancienne zone de résistance ici, donc les 80-90. Il faut que là, ça fasse maintenant zone de support pour repartir et former, comme je vous dis, un daily high or low ici par rapport au bottom qui confirmerait qu'on repart vers des valeurs et des prix beaucoup plus importants sur Circle. Là aussi, globalement, je suis quand même plutôt optimiste puisque c'est une des rares sociétés positionnées pour aller faire du business sur les stablecoins et je pense qu'à l'avenir, ça va être indispensable. Voilà, je veux pas faire plus long, c'est déjà un peu trop long que ce que j'avais voulu. J'espère que cette vidéo vous a plu et de toute façon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour plus de vidéos et suivre tout ce qui se passe sur les marchés. Très bon week-end à tous.